Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce parcours de sensibilisation à la commande publique durable organisé par le réseau Réseco, que je vais vous présenter dans quelques slides. Pour me présenter, moi, je suis Solène Bigot, donc chargée de mission de la dynamique des achats publics durables au sein de l'association. Et donc, vraiment, l'objectif de ce parcours de sensibilisation, donc, qui se déroule sur 3 webinaires, c'est de vous donner les bases sur la commande publique durable. Donc, ça s'adresse plutôt à un public débutant sur le sujet. Sur ce premier module, on va reprendre donc les bases de la commande publique durable, ce que c'est, les enjeux de développement durable associés à l'acte d'achat, et puis aussi les leviers pour intégrer du développement durable dans vos achats. Sur le deuxième module, donc, qui aura lieu le 29 avril, dans un mois, on zoomera sur les 7 étapes d'un achat public durable au sein de Réseco. On définit 7 étapes pour réaliser un achat public durable, et donc je vous les présenterai plus en détail. Et puis on aura un retour d'expérience aussi d'un de nos adhérents, Golf du Morbihan, Vanaglo, sur un marché de réemploi de matériaux dans le bâti, donc je vous présenterai un petit peu plus en détail en fin de webinaire, mais qui sera très intéressant également. Et puis pour le dernier module, donc là je vous invite à venir avec vos élus, vraiment un module qui permet de délimiter les rôles de chacun, élus, agents de la commande publique, services prescripteurs, transition écologique, etc. Et puis c'est dans ce module-là où on présentera aussi tous les outils de Réseco, donc qui sont gratuits et ouverts à tous, et aussi les outils réservés à nos adhérents, voilà, qui peuvent vous faciliter la tâche quand on parle d'intégration de développement durable au sein de la commande publique. Donc, pour présenter un petit peu plus en détail le sommaire du webinaire d'aujourd'hui, donc on va être ensemble pendant environ 1 heure. Donc, je vais vous présenter Réseco pour commencer. Ensuite, on va voir de quoi on parle quand on parle d'achat durable, et notamment d'achat public durable. Ensuite, l'idée, c'est de définir pourquoi inscrire sa politique d'achat dans une démarche de développement durable, donc quels sont les leviers notamment et quels sont les impacts de l'achat et notamment d'un achat durable. Je reviendrai sur le cadre réglementaire, donc je ne vais pas tout présenter en détail, mais essayer de balayer les grandes lois qui structurent vraiment la commande publique durable pour que vous ayez ça en tête. Et puis enfin, on essaiera de définir ensemble les enjeux de développement durable associés à un acte d'achat, donc avec un exemple. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, on finira par un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Alors, je vois que dans le chat, certaines personnes ne m'entendent pas. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Peut-être vérifier vos paramètres audio ou vous déconnecter et vous reconnecter aussi si vous avez un problème. Et du coup, pour finir cette introduction, on tente un nouveau parcours cette année. On va essayer de rendre les webinaires un petit peu plus interactifs. Donc, je vais vous proposer 2 temps où vous allez pouvoir répondre à des questions via l'outil Klaxoon. Donc, Patricia vous transmettra les liens au moment opportun. Mais voilà, on va essayer de rendre l'animation du webinaire un petit peu plus interactive et un petit peu plus fun. Donc, voilà, vous pourrez nous faire vos retours voilà, et nous donner vos avis et axes d'amélioration sur ce sujet-là. On va espérer que tout fonctionne en termes d'informatique, en tout cas. Alors, pour commencer par la présentation de Réseco, Réseco, c'est une association qui donc regroupe des acheteurs publics engagés qui souhaitent donc intégrer du développement durable dans leurs achats. Donc, ces acheteurs publics sont tout acheteurs soumis au code de la commande publique. Donc, ça passe par les collectivités, communes, PCI, départements, régions, etc., mais aussi les CHU, les universités, les SDIS, les ports, etc. Voilà, tout acteur soumis au code de la commande publique. On est présent sur 3 régions, les régions Bretagne et Pays de la Loire historiquement, puis la région Centre-Val de Loire nous a aussi rejoint lors du remaniement des régions avec la loi NOTRe en 2015. En tout, aujourd'hui, on dispose de 147 adhérents sur ces territoires. Et du coup, voilà, on essaie de vous accompagner au mieux sur toutes vos thématiques liées à l'intégration de développement durable dans votre commande publique. On travaille du côté politique avec les élus et puis du côté très opérationnel avec les agents. Pour développer un petit peu plus sur nos missions en tant que réseau, donc on a 4 grandes missions. La première, c'est de vous informer, donc de faire beaucoup de veille autour de l'actualité juridique, autour de la commande publique durable, les grandes lois structurantes, etc. Aussi, les guides, voilà, tous les outils qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien
sur la commande publique durable, on va avoir une action de sensibilisation et de formation. Donc là, c'est typiquement ce que je fais aujourd'hui, essayer de transmettre un petit peu les grands préceptes de la commande publique durable et puis vous donner des premières clés de lecture pour pouvoir intégrer du développement durable dans vos achats. On a une mission d'accompagnement. Donc là, on est un peu plus ciblé auprès de nos adhérents. On va les accompagner sur des thématiques plus précises pour mettre en place une stratégie d'achat durable au sens large ou pour accompagner sur des thématiques de marché un petit peu plus spécifiques. Et puis, on va aussi innover ensemble. Donc, on réalise pas mal de projets innovants, des projets partenariaux, notamment avec des acteurs du secteur privé pour essayer voilà, de faire monter l'offre et la demande durable en même temps et de structurer des filières, notamment en économie circulaire, voilà, pour essayer de, voilà, toujours d'avoir une action vertueuse sur les territoires au sens large. Alors, je perds un petit peu mon souffle, je vais parler moins vite. Achat public durable, de quoi parle-t-on? Je me fais avoir à chaque webinaire. Bah, très bien, vous allez travailler à ce stade-là du webinaire, ça va me permettre de reprendre mon souffle. J'ai affiché ici 4 objections courantes qu'on entend sur les achats publics durables. Donc les achats durables, ça prend plus de temps, c'est plus cher, ça représente un risque juridique et cela favorise les grandes entreprises au détriment de nos PME locales. Et donc, je vous invite à vous connecter donc sur l'outil Klaxoon. Donc, vous pouvez scanner le QR code ou suivre le lien que ma collègue Patricia vous remet normalement dans le chat. Et donc, vous inviter à répondre à ces quelques questions. Et puis, je vais partager les résultats du Klaxoon dans le webinaire. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je vous invite à prendre 2-3 minutes pour suivre le lien si ça fonctionne et répondre à ces 4 objections fréquentes. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai, plutôt faux, totalement vrai, totalement faux? Voilà. Alors, je pense afficher les résultats du sondage et puis pour les derniers et dernières, voilà, n'hésitez pas à continuer de le remplir. Je pense que ça va s'actualiser au fur et à mesure. Donc, pour la première objection fréquente, les achats durables, c'est plus cher. Vous avez été 53% à dire que c'était plutôt vrai. Seulement 3% à dire que c'était totalement vrai, 33% plutôt faux et 10% faux. Donc on est assez mitigé sur cette question. On est proche du 50-50 si on met les plutôt vrais et vrais d'un côté et plutôt faux et faux de l'autre. Et alors si on regarde un petit peu voilà, les idées pour argumenter le choix, peu d'offres innovantes. Ok. Alternatives écologiques souvent plus chères, d'accord. Plus coûteux à l'achat, obligation de faire un état des lieux du marché pour identifier les produits durables. D'accord. Meilleure qualité, meilleure durabilité, donc il faut accepter de payer un petit peu plus pour plus de qualité. Cela peut permettre de prendre du local et donc de diminuer certains coûts. Oui. On va peut-être pas tous les faire. Temps passé, coût main-d'œuvre, pas forcément adapté à tous les achats. Ok. Le reconditionné est moins cher. Ok. L'achat peut être plus cher au départ, mais sur le long terme, cela est souvent moins cher car de meilleure qualité et plus durable dans le temps. Ok, super. Bah, je vous propose d'arrêter là pour cette question. Il y a eu plusieurs arguments. C'est vrai qu'on a souvent cette idée reçue qu'un achat durable, c'est forcément plus cher. Effectivement, quand on développe des techniques innovantes et environnementalement plus vertueuses, les prix peuvent être plus chers, mais c'est pas toujours le cas. Quand on réfléchit en termes d'achat durable, en général, on anticipe son acte d'achat et on réfléchit aussi en termes de sobriété. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter? Dans quelle quantité? Est-ce qu'on a besoin d'autant de références où on peut les diminuer? Et donc, du coup, à travers cette réflexion et cette anticipation autour de l'acte d'achat, on peut aussi faire des économies. Certains d'entre vous le disaient, on peut réfléchir en termes de coût global aussi, penser au coût d'achat, au coût d'utilisation, au coût de fin de vie et pas uniquement au coût d'acquisition, ce qui peut aussi rendre l'achat durable enfin, voilà, économiquement viable sur le long terme. Et puis, il y a aussi des solutions durables comme le réemploi, le reconditionnement, qui peuvent être moins chères, qui ne le sont pas toujours. Attention, parce que ça aussi, ça peut être une idée reçue. Mais voilà, il y a différents biais qui peuvent aussi permettre de rendre les achats durables pas forcément plus chers ou même moins chers dans certains cas. Alors, les achats durables, ça prend plus de temps.
Donc ici, vous avez été quasiment 50% à dire que c'était plutôt vrai, 35% à dire que c'était plutôt faux, 14 sur le faux et 2% sur le vrai. Donc là aussi, on est assez mitigé, assez proche du 50-50 entre les vrais et les faux. Donc on voit que c'est vraiment des idées qui sont assez clivantes. Et donc alors je pense que je vais actualiser ma page. Je devrais avoir plus de réponses. Hop, 64, super. Alors, des marchés spécifiques. Donc là, j'imagine que ça doit prendre plus de temps sur un marché spécifique. Identification des produits les plus adaptés la première fois. Donc ici, on est plus sur la définition du besoin et le sourcing. Il faut bien travailler le besoin. Voilà, savoir analyser les réponses, tout à fait. Dimension durable, pas encore généralisée. Oui. La coopération demande plus de temps, ça c'est vrai. Il y a maintenant de nombreuses plateformes d'achat. OK. Il est nécessaire de vérifier si les engagements sont respectés, tout à fait. Il y a la partie suivi qui prend aussi du temps. RAS, OK. Un sourcing avant, mais pas plus. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette question-là, mais effectivement, l'achat durable, ça peut prendre plus de temps, en tout cas au début. Voilà, l'étape de définition du besoin quand on veut réaliser un achat durable est vraiment primordiale. L'étape de sourcing aussi sur des marchés à enjeu l'est également, savoir si voilà, les entreprises en face vont être capables de vous proposer une offre qui correspond à vos exigences environnementales et sociales. Voilà, effectivement, ça prend plus de temps en amont, mais vous pouvez gagner du temps après. Parfois, vu que vous avez très bien défini votre besoin, vous allez avoir moins de problèmes à l'arrivée. Au niveau du contrôle, si vous avez très bien défini ce que vous souhaitez mesurer, par exemple, les exigences que vous souhaitez évaluer, ce sera plus facile aussi, vous allez gagner du temps à la fin. Donc en général, voilà, on dit que les achats durables, ça peut prendre plus de temps en amont, mais que c'est pas forcément une perte de temps sur le long terme. Alors, les achats durables représentent un risque juridique. Donc ici, c'est un petit peu plus marqué au niveau des réponses. Vous avez été 56% à dire que c'était plutôt faux, 29% à dire que c'était faux et seulement 15% au total à dire que c'était vrai ou plutôt vrai. Et donc au niveau des commentaires, de vos idées, responsabilité matériaux, ok, donc là j'imagine qu'on est plus sur l'utilisation de matériaux de réemploi dans le bâti. Achat, réemploi moins assuré, ok. Il faut simplement rester en lien avec l'objet du marché, ça tout à fait. Ça peut être complexe. En variante peut-être, oui, ça doit être ça. C'est déjà cadré par la loi, oui. Non, d'accord. Ok, donc effectivement, normalement, un achat durable ne représente pas de risque juridique tant qu'on respecte les principes fondamentaux de la commande publique, donc par exemple l'interdiction du localisme, etc. C'est vrai que dans certains marchés encore un peu innovants, comme le réemploi des matériaux dans le bâti ou même certains mobiliers de réemploi ou biens issus du réemploi, on peut avoir quelques questions en termes de respect de normes, d'assurabilité, etc. Mais normalement, voilà, un achat public durable ne représente pas un risque juridique supérieur à un achat classique, finalement, tant qu'on respecte le code de la commande publique. Et puis, pour la dernière idée reçue, l'achat durable favorise les grandes entreprises au détriment de nos PME locales. Donc, vous êtes 56% à dire que c'est plutôt faux, 20% à dire que c'est faux, et 24% en tout à dire que c'est plutôt vrai ou vrai. Donc là, vous êtes un petit peu plus tous ensemble sur cette question-là. Et si on regarde vos idées pour argumenter votre choix, marché niche, ok. Donc là, on n'a pas le commentaire en entier. Les PME sont engagées pour le développement durable. Les entreprises locales sont plus force de proposition. C'est axé sur des produits locaux. Ok. Ils ont plus de facilité à accéder. Hop, pas de statistiques. Ok. Il appartient à l'acheteur d'ouvrir le mieux possible la consultation à la concurrence et aux TPE, PME, etc. Lotissement, sourcing. Tout à fait. C'est l'inverse. De plus en plus de grosses entreprises mieux équipées pour répondre au durable. Ok. Voilà. Donc, je vous propose pareil d'arrêter là. En général, on entend souvent cet argument. On nous dit qu'une entreprise, voilà, qui a beaucoup de main-d'œuvre et qui a beaucoup de gens pour répondre au marché public, ils sont capables de nous faire de super jolies mémoires techniques qui répond à tous les critères environnementaux qui ont été notés dans le marché. Mais ce n'est pas forcément le cas. Effectivement, si vous définissez bien votre besoin et que vous faites bien votre sourcing, vous pouvez vous rendre compte que sur votre territoire, vous avez des petites entreprises qui sont capables de faire des choses en termes de développement durable, donc que ce soit sur des aspects sociaux, environnementaux, etc. Et si vous rédigez vos marchés, vous rédigez vos marchés de la manière la plus fine possible, vous réalisez les bons allotissements, etc., vous pouvez justement favoriser ces TPE, PME, entreprises de l'ESS même,
au détriment des grandes entreprises qui, elles, ne vont pas répondre à votre besoin de manière aussi précise, ne vont pas forcément s'adapter à votre demande de la même manière. Justement, ils ont des mémoires techniques tout prêts, etc. Ils sont pas forcément aussi adaptables et aussi vertueux que les petites entreprises. Donc, il y a vraiment des biais tout en respectant le code de la commande publique et en ne faisant pas de localisme pour favoriser ces petites entreprises sur ces aspects de développement durable. Donc voilà pour cette première partie sur Klaxoon. J'espère que ça vous a plu. Vous nous direz et je vais repartager mon écran. Donc du coup, on a commencé à y répondre à travers ce petit temps interactif, mais pourquoi réaliser un achat durable? Aujourd'hui, on a tous conscience, je pense, soit en tant que citoyen, mais même en tant que professionnel, de l'impact des activités humaines sur la planète, donc que ce soit sur la dimension environnementale avec les événements climatiques extrêmes comme les incendies, les inondations, les canicules, etc., auxquels on fait face de plus en plus dans notre quotidien. On a aussi la dimension de l'extinction de la biodiversité, voilà, de plus en plus d'espèces qui s'éteignent, l'épuisement des ressources naturelles, voilà, du pétrole, etc. Donc voilà, des enjeux environnementaux forts quand on parle des activités humaines sur la planète. Il y a aussi la dimension sociale à prendre en compte, les inégalités femmes-hommes, par exemple, l'exclusion sociale des personnes en situation de handicap, des personnes racisées, etc. Il y a un impact aussi sur la santé environnement, donc sur la santé des populations. Et puis, il y a aussi une dimension économique autour de l'achat durable et du développement durable au sens large. À travers nos achats, on peut choisir de soutenir une économie française, donc l'industrie des TPE, PME françaises ou locales, soutenir l'économie sociale et solidaire, toujours en respectant le code de la commande publique quand on est sur des achats publics. Mais voilà, il y a plusieurs dimensions qui sont à connaître et à prendre en compte quand on parle d'achat et quand on parle d'achat durable. Euh, Aujourd'hui, voilà, la commande publique durable, c'est pas une lubie au sein du territoire de Réseco ou même français, ça s'inscrit vraiment dans un contexte international. En 2012, donc, il y a eu une réunion de l'ONU et ils ont élaboré 17 objectifs de développement durable, donc, qui sont représentés ici sur la slide. Et puis, depuis 2015, vraiment, tous les États membres de l'ONU se sont mis d'accord pour essayer d'atteindre ces 17 objectifs. Donc, la France en fait partie. Et dans ces 17 objectifs, on a l'objectif numéro 12 qui concerne les consommations et productions durables, donc qui touche directement la thématique qu'on aborde aujourd'hui autour de la commande publique durable. Et donc voilà, pour montrer que c'est vraiment des objectifs et des feuilles de route nationales et même internationales que d'essayer d'avoir des achats un petit peu plus vertueux. Et donc, qu'est-ce que c'est un achat public durable? Donc concrètement, c'est un achat donc, qui intègre des dispositions environnementales, sociales et économiques, mais pas que. C'est aussi un achat qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat. Donc ça va être évidemment l'acheteur, le prescripteur, mais ça va être aussi les usagers. Par exemple, si on est sur un service ou même l'achat d'un produit à destination d'usagers. C'est un achat qui permet de réaliser des économies intelligentes et qui permet de réfléchir en termes de sobriété, que ce soit sur l'énergie ou les ressources. Donc là, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Le meilleur achat, c'est celui que l'on ne fait pas finalement. Donc vraiment réfléchir sur son acte d'achat. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter? Est-ce qu'on ne peut pas acheter moins? Est-ce qu'on ne peut pas acheter mieux? Et puis enfin, un point très important, un achat durable, c'est un achat donc, qui prend en compte des dispositions environnementales, sociales et économiques à toutes les étapes du marché et aussi à toutes les étapes de la vie d'un produit ou d'une prestation. Donc ici, ça fait vraiment écho au cycle de vie de ce produit ou cette prestation qu'on va voir un petit peu plus tard dans le webinaire. Et on va voir comment essayer d'identifier les enjeux de développement durable à chaque étape de la vie du produit ou de la prestation et comment le faire. Et donc du coup, cette définition, elle est issue du PNAAPD, donc du Plan national d'action pour des achats publics responsables de 2015-2020, qui précède le PNAD 2022-2025, si je ne me trompe pas, et donc qui est encore en vigueur aujourd'hui. Alors, pourquoi inscrire sa politique d'achat dans une démarche de développement durable? Donc, si je ne vous ai pas encore convaincu jusqu'à présent, on a encore d'autres arguments pour vous convaincre. Du coup, un achat public durable, ça peut être vecteur d'une dynamique territoriale innovante, coopérative et valorisante. Effectivement, si vous challengez un petit peu les entreprises sur votre territoire sur des aspects de développement durable,
que vous les questionnez lors des phases de sourcing, ou que vous mettez des critères environnementaux de développement durable qui comptent pour vous avec des pondérations cohérentes dans vos marchés, et ben, ça va booster et ça va pousser les entreprises à créer des services et des produits plus vertueux. Et même cette retombée autour de la commande publique durable et des marchés publics durables, ça peut même avoir des retombées sur les territoires, sur les citoyens. Voilà, en tant que collectivité ou structure publique, vous avez aussi un rôle d'exemplarité. Et en montrant que vous avez des achats vertueux et que vous êtes en cohérence avec vos politiques publiques sur la partie achat, et ben voilà, ça peut aussi renvoyer une image positive à vos administrés et donc voilà, avoir des retombées positives vertueuses sur votre territoire. Donc l'achat public durable, donc ça peut aussi vous aider à maîtriser vos coûts. Donc encore une fois, quand on anticipe son acte d'achat, quand on réfléchit en termes de sobriété, voilà, ça permet de beaucoup mieux maîtriser ses coûts. Voilà, on ne renouvelle pas des marchés à la dernière minute, etc. On réfléchit vraiment à ce qu'on a réellement besoin. On réfléchit par exemple en termes de définition du besoin fonctionnel. Pourquoi est-ce que, enfin, pour quels usages j'ai vraiment besoin de ce produit, cet achat, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur les coûts et de bien utiliser les deniers publics qui finalement, enfin voilà, sont importants à utiliser de la manière la meilleure possible, tout simplement. Et puis, enfin, un autre levier qui est aussi important, c'est le respect de la réglementation. On va le voir dans les slides suivantes, mais aujourd'hui, la réglementation se renforce de plus en plus sur des aspects d'intégration, de développement durable dans la commande publique. Et donc, voilà, respecter la réglementation, c'est aussi primordial pour vous en tant que collectivité. Et donc, l'achat durable, ça peut être aussi un biais, tout simplement, d'être en concordance avec la loi et de respecter la loi. Donc, les achats durables, quels impacts? Aujourd'hui, on sait que la dépense publique, ça représente environ 200 milliards d'euros, soit 8% du PIB français. Et donc, voilà, à travers ces achats, on peut avoir des impacts vertueux sur les 3 piliers du développement durable, donc le pilier environnemental, économique et social. Quand on travaille sur le pilier environnemental, du coup, on peut choisir d'inciter les producteurs à améliorer donc la qualité environnementale de leurs produits et services. C'est ce que j'évoquais la slide d'avant sur la création d'une dynamique territoriale vertueuse et innovante. Donc, on peut les questionner sur des questions de gestion des ressources, des déchets, de pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations. Voilà, les questionner sur tous les aspects, voilà, tous les, toutes les considérations environnementales qui pourraient appliquer à leurs produits et services. Et donc, voilà, l'évolution conjointe de l'offre et de la demande permettra de prendre en compte de la meilleure manière les externalités environnementales des produits et des services, et donc d'avoir un impact plus vertueux au global. Et donc, si on revient un petit peu à l'aspect commande publique et marché public, une considération environnementale donc, est définie comme la prise en compte de la dimension environnementale dans l'acte d'achat, donc que ce soit en obligation, en clause ou en spécification technique, ou en incitation à travers un critère. Et en 2023, on avait 29% des marchés publics qui disposaient d'une considération environnementale. Donc là, on est sur les marchés de plus de 90 000 euros hors taxes, donc ont été recensés sur le site de l'OECP. Donc voilà, on est encore loin des 100% comme le préconise le PNAD, mais je reviendrai sur cette incitation tout à l'heure quand on parlera de la réglementation. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des collectivités qui essayent d'avancer sur ce sujet-là et qui essayent vraiment de prendre en compte ces aspects environnementaux dans leur marché public. Sur la partie sociale, donc ici, on va plutôt essayer d'inciter les prestataires à prendre en compte la dimension sociale au sein de leurs prestations. Donc, ça peut être de les questionner sur l'insertion des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, le recours au service de l'emploi pénitentiaire, etc. Pas mal de possibilités aussi pour prendre en compte les aspects sociaux à travers les achats publics. Et de la même manière, une considération sociale est définie comme la prise en compte de la dimension sociale dans l'acte d'achat.
Donc ça peut être fait aussi à travers une clause, à travers un critère, ça peut même être fait à travers un marché réservé. Là, vous avez des marchés réservés pour les personnes en insertion ou en situation de handicap que vous pouvez aussi utiliser pour réaliser un achat socialement responsable. Et donc, en 2023, il y avait une considération sociale dans 19% des marchés de plus de 90 000 euros hors taxes. Donc, pareil, on est encore loin d'être parfait sur ces questions-là, mais voilà, ça progresse et on essaye de travailler pour que les chiffres soient encore meilleurs dans les années futures. Et donc, sur la partie économique, c'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie souvent quand on parle de développement durable. On pense tout de suite à l'aspect environnemental. Parfois, on pense à l'aspect social. Et puis, en dernier, on pense à l'aspect économique, mais c'est un pilier important et primordial quand on parle de développement durable. Donc, à travers votre commande publique, vous pouvez choisir de participer au développement économique local, donc toujours en respectant les principes du Code de la commande publique. Ça peut favoriser l'émergence d'un écosystème plus vertueux qui s'oriente vers l'économie circulaire. Et aujourd'hui, 60% des marchés publics sont attribués aux TPE-PME, soit 30% en valeur monétaire, et donc c'est pas rien. On voit que voilà, les petites entreprises travaillent grâce à la commande publique et qu'on ne fait pas travailler que des grands groupes. Et ça, voilà, c'est aussi important de l'avoir en tête et de le savoir. Alors, sur le cadre réglementaire, donc on va prendre un peu de temps là-dessus, mais on ne va pas rentrer dans les détails. L'idée, voilà, de ce webinaire, c'est pas de vous assommer enfin, voilà, avec tous les articles de loi, etc., mais plutôt que vous compreniez dans quel contexte on évolue quand on parle de commande publique durable. La première fois vraiment que les enjeux de développement durable apparaissent dans le Code de la commande publique, donc, qui était à l'époque le Code des marchés publics, c'était en 2006, donc dans l'article L2111-1, qui implique que chaque marché public, chaque achat doit tenir compte des objectifs de développement durable, de leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc voilà, depuis 2006, voilà, c'est écrit explicitement dans le Code de la commande publique qu'il faut prendre en compte des objectifs de développement durable dans ces achats. Ici, on vous a remis une frise qui montre les différentes lois qui incitent à l'intégration de développement durable dans les achats. Donc on voit que clairement la réglementation s'est fortement consolidée à partir du milieu des années 2010, voilà, avec des lois plutôt transversales comme la loi TECV, transition énergétique comme la croissance verte, la loi GEC, la loi climat et résilience, voilà, qui vont concerner plusieurs familles d'achats et qui vont intégrer des objectifs d'intégration de développement durable au sens large, et puis des lois un petit peu plus thématiques, comme la loi Egalim, par exemple, qui concerne exclusivement la restauration collective. Et puis au-delà de ces lois, donc je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a des plans nationaux pour des achats durables qui aussi fixent des objectifs. Donc, en 2025, les objectifs sont de 30% des marchés passés au cours de l'année qui comprennent au moins une disposition sociale et 100% des marchés au cours de l'année qui comprennent au moins une disposition environnementale. Donc là, je vous ai remis les chiffres qui étaient sur la slide précédente. On est à 30% pour les marchés, quasiment 30% pour les dispositions environnementales et un peu moins de 20% pour les dispositions sociales. Donc, on est encore assez loin des objectifs qui sont fixés pour l'année prochaine. Mais là, voilà, on reste sur de l'incitatif. On n'est pas sur des données obligatoires. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi de développer 4 lois, les 4 lois qui me semblent peut-être les plus structurantes sur cette frise. Donc la première, c'est la loi Egalim sur la restauration collective, donc avec peut-être l'obligation qui fait le plus écho et qui va parler au plus de monde, mais c'est l'obligation de 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de produits bio dans les cantines publiques, donc scolaires, administratives, etc. La loi Egalim, c'est pas que ça, c'est aussi une volonté de diversifier les sources de protéines et d'intégrer des menus végétariens, l'interdiction des plastiques à usage unique, même si le gouvernement essaie de de repasser sur cette loi récemment, mais ce n'est pas passé a priori. Voilà, l'information des usagers et des convives,
la lutte contre le gaspillage alimentaire, et la possibilité et l'obligation de réaliser des dons alimentaires dans certains cas. Voilà, plusieurs obligations sur la thématique de la restauration collective avec la loi Egalim. Vous avez aussi l'obligation de faire remonter vos données depuis le 1er janvier 2023, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de Ma Cantine, où voilà, les cantines sont référencées et où voilà, les achats de denrées, etc., sont aussi répertoriés pour essayer de déterminer voilà, si on atteint ou pas les objectifs de la loi Egalim. Donc la deuxième loi que je voulais un petit peu plus développer, c'est la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il y a plusieurs articles dans la loi AGEC qui font écho à la commande publique durable et qui donnent des objectifs d'intégration de développement durable dans les marchés, mais j'ai souhaité zoomer sur les deux articles peut-être qui sont les plus impactants. L'article 55, donc, qui est assez généraliste sur la réduction des plastiques à usage unique, la réduction des déchets, etc. Et puis l'article 58, qui est peut-être le plus contraignant et qui fait beaucoup parler, donc qui contraint les collectivités territoriales, leurs groupements et l'État à l'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation et intégrant des matières recyclées pour 17 familles de produits. Donc ça va du mobilier à l'informatique, aux véhicules, etc. Voilà, 17 familles de produits qui sont concernées. C'est un article qui a évolué l'année dernière, il y a 1 an à peu près, avec la publication d'un nouveau décret, voilà, qui n'a pas changé grandement la philosophie de la loi et de cet article, mais voilà, qui rajoute quelques petites nouveautés, notamment dans la comptabilisation des pourcentages de produits obligatoires, etc. On a publié une infographie l'année dernière, voilà, qui décrypte un petit peu les nouveautés de l'article 58 de la loi AGEC. Donc, je vous ai mis le lien cliquable dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis, vous avez aussi une obligation de déclaration de vos données et de vos dépenses sur le site de data.gouv maintenant. Avant, c'était sur le site de l'OECP. Mais donc, pour suivre voilà, c'est l'atteinte de ces objectifs de la loi AGEC. Alors, sur la loi climat et résilience, c'est une loi qui fait très peur aussi, avec l'obligation donc d'intégrer des critères environnementaux dans les spécifications techniques, conditions d'exécution et critères d'attribution des contrats, enfin de 100% des contrats d'ici août 2026. Donc l'ADAGE a clarifié ça il y a quelques temps. Vous avez obligation d'intégrer une disposition environnementale soit en spécification technique, soit en condition d'exécution et en critères d'attribution. Donc vous avez une intégration obligatoire, on va dire, du développement durable dans chaque marché et une incitative à travers un critère d'attribution. Dans la loi climat et résilience, il y a eu aussi une mise à jour autour des obligations du SPASER, notamment un abaissement du seuil. Donc, toute collectivité dépensant plus de 50 millions d'euros hors taxes par an dans les achats qui sont soumis au SPASER, donc au schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, pour les personnes à qui ça ne parlerait pas. Et puis aussi une obligation sur l'intégration de matériaux biosourcés ou bas carbone dans 25% des rénovations lourdes et des constructions neuves. Et puis, enfin non, c'est plutôt 25% de matériaux biosourcés dans les rénovations lourdes et constructions neuves. Et puis aussi une volonté d'inciter à l'utilisation du coût du cycle de vie et du coût global par l'État à travers cette loi, donc qui était censée vous donner des outils opérationnels sur les principaux segments d'achat pour calculer le coût du cycle de vie sur les différentes familles de produits et familles d'achat. Ils étaient censés mettre à disposition ces outils d'ici 2025. Ils sont en cours de travail sur certaines familles d'achat, notamment le textile. Mais voilà, aujourd'hui, on n'aura pas ces outils prêts à être utilisés, opérationnels pour l'année prochaine. Et puis, sur la dernière loi qui est sortie, donc la loi Industrie verte, fin 2023, donc là, on a encore une modification sur les SPASER, notamment l'élargissement de l'obligation du SPASER à tous les acheteurs publics et pas uniquement aux collectivités comme précédemment indiqué par la loi climat et résilience. Et puis aussi la possibilité de mutualiser les SPASER maintenant
réaliser des spazères communs, Villaglo, Comcom, etc., ce qui était pas le cas avant. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. On a certains de nos adhérents qui mutualisent leurs spazères. Et puis, deux nouveaux critères d'attribution possibles. Enfin voilà, la définition de l'offre économiquement la plus avantageuse qui évolue pour prendre en compte la partie environnementale. En gros, enfin voilà, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse et qui prend en compte des dispositions environnementales. Donc voilà, il y a une petite évolution de ça. Et puis vous avez un rajout de deux motifs d'exclusion, donc possibles mais non obligatoires. Vous pouvez exclure un candidat s'il n'a pas publié les informations en matière de durabilité du produit et s'il n'a pas respecté la publication de son bilan des gaz à effet de serre, donc pour les entreprises de plus de 500 salariés, et un bilan simplifié pour les entreprises entre 50 et 100 salariés. Donc voilà pour la réglementation. Je vois qu'il est 11h40, je pensais que j'étais large, mais ça va quand même vite. Alors, comment définir les enjeux de développement durable autour de son acte d'achat? Donc ici, on va réfléchir autour du cycle de vie du produit ou de la prestation que vous souhaitez acheter. Donc le cycle de vie, c'est toutes les étapes dépendantes de la vie d'un produit ou de la prestation, donc qui va de l'extraction des matières premières à sa production jusqu'à sa fin de vie. Et donc, quand on parle de développement durable, on va essayer d'identifier les enjeux donc, des trois piliers du développement durable, social, environnemental et économique, associés à notre acte d'achat. Donc, pour vous donner un exemple, quand on travaille sur la famille d'achat produits d'entretien, on va identifier sur la première étape du cycle de vie du produit un enjeu de raréfaction des ressources naturelles. Sur la production, on va identifier un enjeu de consommation d'énergie, d'électricité, d'eau, etc. Et un enjeu aussi de santé, sécurité des travailleurs, parce que quand on est sur la famille produits d'entretien, on peut travailler avec des produits chimiques, etc. Ça peut avoir un enjeu social sur les travailleurs. Sur la partie distribution, on va avoir un enjeu d'émissions atmosphériques et aussi de consommation de ressources naturelles, pétrole, etc. Je ne sais pas pourquoi on passe l'utilisation. Donc, sur la phase d'utilisation, on va avoir un enjeu fort sur la santé des utilisateurs, de la même manière qu'on peut l'avoir sur la phase de production. Voilà, les personnes d'entretien qui manipulent les produits ou même les usagers des locaux. Et puis, on va avoir là un enjeu économique sur le coût de revient des produits achetés. Et donc, sur la fin de vie, on va avoir un impact environnemental de l'élimination des déchets et des effluents et puis aussi potentiellement un coût économique de traitement des déchets. Donc voilà très rapidement comment on peut identifier quelques principaux enjeux de développement durable autour d'une famille d'achat et d'un produit. Et donc on remarque ici avec ce petit code couleur qu'on peut effectivement identifier des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Voilà, bien penser à avoir ces trois piliers en tête quand on réfléchit à l'intégration de développement durable sur un achat. Et donc, une fois qu'on a identifié des enjeux de développement durable autour du cycle de vie d'un produit ou d'une prestation, on peut identifier des leviers d'action ou axes d'amélioration. Sur les matières premières, notamment, on a identifié comme enjeu la raréfaction des ressources naturelles. Et bien, on peut choisir de privilégier des matières premières renouvelables plutôt qu'issues de la pétrochimie. Ça, c'est quelque chose qui va être assez facilement rédigeable en critères ou en clause dans un marché. Sur la partie production, sur l'enjeu de santé et sécurité des travailleurs, on peut choisir d'interroger les fabricants sur les pratiques de management du risque dans leur usine, s'ils sont labellisés normes ISO 45001 par exemple. Sur la partie distribution, sur l'enjeu d'émissions atmosphériques, on peut choisir de limiter la fréquence et le nombre de points de livraison, d'essayer toujours pareil de travailler au plus proche de son besoin. Sur l'utilisation et la santé des travailleurs, on peut là limiter l'usage de produits chimiques, utiliser des microfibres sans détergent par exemple. On peut utiliser des solutions de dosage automatiques pour éviter les surdosages. Et puis sur la partie fin de vie, sur le coût de traitement des déchets, on peut choisir d'utiliser le plus possible et si possible des écolabels qui permettent de recourir à des formulations non toxiques pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc du coup, indirectement, vous n'aurez pas de coût de traitement de déchets dangereux voilà, si vous utilisez des produits écolabellisés.
Alors, je vais vous inviter à nouveau à travailler, comme tout à l'heure, vous faire travailler sur la famille d'achat bus. Donc voilà, vous achetez un bus et j'aimerais que vous essayiez en quelques minutes, 5 minutes maximum, de déterminer les enjeux de développement durable principaux autour de cet acte d'achat. Donc l'idée, c'est vraiment d'en retenir un ou deux, ceux qui vous semblent les plus pertinents et les plus impactants en termes de développement durable, et aussi d'essayer de déterminer à quelle étape du cycle de vie ils sont associés, peut-être quelle étape du cycle de vie du produit va être la plus impactante tout au long de sa vie en termes voilà, de développement durable. Quel est l'impact environnemental et social le plus fort autour de ce produit. Et donc pour ça, je vais vous inviter à nouveau à rejoindre un klaxoon. Donc je vais demander à Patricia, si elle l'a pas déjà fait, de vous remettre le lien dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir vous remettre la consigne. Et donc, je vous invite voilà, à prendre 2-3 minutes pour réfléchir à ça et puis remplir le klaxoon une fois que vous avez voilà, déterminé les enjeux qui vous semblent les principaux autour de l'achat de bus. Bon, je vais vous proposer de passer à la restitution si c'est bon pour vous. Hop. Alors, résultat du sondage. Vous avez été nombreux à répondre, c'est chouette. Alors, quels sont les principaux enjeux de développement durable pour un achat de bus? Donc, vous avez mis pollution, bruit, matières premières pour fabrication et consommation d'énergie fossile lors de l'usage. OK. Raréfaction des ressources naturelles, carburant pour alimenter le bus, étape de distribution ou service mobilité, fin de vie, coût du traitement lié aux déchets en fin de vie du bus. Le potentiel d'émission des gaz à effet de serre du bus, les matériaux employés pour la construction du bus. OK. Construction durable, d'accord. Réduire les émissions des gaz à effet de serre, dépollution de l'équipement en fin de vie. Matières premières, production, achat d'occasion si achat neuf et utilisation, émissions gaz à effet de serre. OK. Préservation de l'environnement, énergie utilisée par rapport au kilomètre, réparation et recyclage des pièces, disponibilité. OK. Réduire l'impact environnemental des transports, réduire la pollution de l'air, d'accord. Émissions atmosphériques, consommation de ressources naturelles, coût de traitement des déchets. Globalement, je trouve que vous vous retrouvez plutôt sur les enjeux identifiés. Se déplacer plutôt en vélo. C'était pas l'exercice, mais pourquoi pas? Coût global, utilisation. OK. Donc globalement, on est plutôt sur les... Déjà, vous avez plutôt bien identifié les enjeux. On a souvent le problème lorsqu'on fait cet exercice de personnes qui veulent tout de suite aller sur les leviers et donc les solutions plutôt que de penser initialement aux enjeux. Et puis mais là, des quelques réponses que j'ai pu regarder, vous êtes plutôt, vous avez plutôt bien ciblé les enjeux. Et donc, d'après vous, quelle est l'étape du cycle de vie la plus impactante en termes de développement durable? Donc, vous avez été 42% à dire que c'était plutôt la phase d'utilisation, 24% sur la phase d'extraction des matières premières, 16% sur la production, 13% sur la fin de vie et 4% sur la distribution. OK, très bien. Et ben, je vous propose de vous montrer, nous, ce qu'on a identifié au sein de Reseco sur ce petit exercice-là. Encore une fois, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce que nous, on a identifié quand on a fait ce petit exercice au sein de l'équipe. Donc, autour de cet achat de bus, l'enjeu durable qu'on a peut-être identifié comme le plus important, c'est les émissions du coup de gaz à effet de serre lors de la circulation. Et donc là, nous, on a été un petit peu plus loin dans l'exercice. Après avoir identifié cet enjeu, on a identifié quelques types de leviers d'action possibles. Donc là, on pourrait réfléchir au type de motorisation du bus. Est-ce qu'on travaille sur des gaz naturels, en bus électrique, hybride, etc. Le niveau de performance de l'équipement, donc est-ce qu'il répond à une norme Euro 6, Euro 7, etc. Et puis aussi le dimensionnement de l'équipement acheté. Voilà, essayer que le bus soit bien dimensionné en fonction du flux de passagers. Ça pourrait être aussi le nombre de trajets que le bus fait. Est-ce qu'il a besoin de passer tous les quarts d'heure quand on n'est pas en heure de pointe, etc.
Et donc, nous, on a effectivement plutôt utilisé, identifié de la même manière que vous la phase utilisation comme la plus impactante en termes d'enjeux de développement durable sur le bus. Donc voilà, vous avez plutôt bien répondu pour la majorité d'entre vous, en tout cas bien identifié là où était l'enjeu peut-être principal. Si on fait le même exercice sur une autre catégorie d'achat, sur un achat de matériel informatique par exemple, on va plutôt avoir identifié l'enjeu principal en termes de développement durable comme la raréfaction des ressources naturelles avec voilà, les terres rares. Et en exemple de levier possible, bah, on a identifié le prolongement de la durée de vie de l'appareil, l'utilisation de labels comme IPIT ou TCO sur le numérique, et puis aussi l'indice de réparabilité ou de durabilité du matériel acheté. Et donc là, sur la partie matériel informatique, on a plutôt identifié la phase du cycle de vie la plus impactante comme la phase d'extraction des matières premières. Et ce qu'on peut se rendre compte et ce qu'on se rend compte sur les différentes catégories d'achats, c'est que quand on est sur un achat avec une durée de vie assez courte, donc comme un ordinateur, 5 ans, 10 ans, grand maximum, on va plutôt être situé en phase amont du cycle de vie pour les phases les plus impactantes, soit sur l'extraction des matières premières, soit sur la phase de production. Là où quand on est sur un achat qui a une durée de vie beaucoup plus importante, donc comme un bus qui peut aller de 30 à 50 ans de durée de vie, un bâtiment par exemple qui peut aller de 50 à 100 ans de durée de vie, on va plutôt être sur la phase utilisation qui va être la plus impactante environnementalement parlant, voilà, puisque la durée de vie du produit est très longue. Bon, je vois qu'il est 54. Je suis un petit peu en retard, mais on va aller assez vite. Je voulais clôturer la partie descendante en faisant un focus sur le coût du cycle de vie. Voilà, ici, on retrouve notre cycle de vie qui est un petit peu plus détaillé que sur les slides précédentes, mais c'est voilà, exactement le même principe. Ici, quand on parle du cycle de vie, on peut le décomposer en deux choses. Donc, le coût global que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le coût global qui va concerner les coûts d'acquisition, les coûts d'utilisation, de maintenance et de fin de vie de l'équipement. Donc, quand vous réfléchissez en logique de coût global, vous réfléchissez au coût qui va être supporté par la collectivité tout au long de la vie du produit que vous achetez. Quand on parle de coût du cycle de vie, à ce coût global, on additionne le coût des externalités environnementales de l'achat. Donc, ça peut être des incidences environnementales négatives ou positives qui vont être supportées par l'ensemble de la société. Donc là, on va parler des émissions à effet de serre, du réchauffement climatique potentiellement, de la dégradation des écosystèmes, l'impact sur la santé des populations. Voilà, tous les impacts qui vont toucher la société en général à travers cet acte d'achat. Et donc, pour vous donner très rapidement un petit exemple sur la famille d'achat bâtiment, sur bah voilà, le coût d'acquisition du bâtiment, vous allez avoir son prix, le terrain, l'étude, la construction, etc. Quand on réfléchit au terme de coût global, vous allez aussi avoir les coûts de maintenance et de réparation, les consommations de fluides, d'énergie, etc. Là, on a rajouté un troisième pendant, c'est les coûts-bénéfices des risques-opportunités donc qui portent sur l'organisation acheteuse. Sur un bâtiment, ça peut être le bénéfice image d'un bâtiment sain envers vos administrés et aussi le gain en productivité des salariés qui travaillent dedans. Voilà, si le bâtiment est sain, a un confort d'été, un confort d'hiver, voilà, potentiellement les salariés peuvent aussi être plus heureux d'aller bosser dans ce bâtiment et gagner en productivité. Donc ça peut être un coût-bénéfice indirect de l'achat durable. Et puis, mince, sur le coût des externalités environnementales, donc qui là vont peser sur la société et qui va concerner qui va compléter le coût du cycle de vie du bâtiment, on va avoir le coût environnemental des énergies fossiles, par exemple, les émissions atmosphériques, la qualité de l'air intérieur, enfin voilà, tous les enjeux qui ne sont pas tous listés ici, c'est pas exhaustif, qui vont peser sur la société en lien avec l'achat et la construction de ce bâtiment. Donc voilà pour la partie descendante. Je vous propose du coup de poser vos questions maintenant. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Sinon, je vais regarder le chat
Voilà, donc on peut rester encore 5 minutes pour les questions-réponses. Peut-être couper le partage pour tout le monde. Ouais, je vais couper mon partage d'écran. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est juste, je vais vous rappeler la date donc, du prochain module de sensibilisation. C'est le 29 avril, donc c'est à la même heure, de 11 heures à midi. Et donc là, on va zoomer sur les 7 étapes d'un achat public durable et sur tous les outils du Code de la commande publique pour réaliser des achats plus responsables. Donc là, on va rentrer un petit peu plus vraiment dans la terminologie autour des marchés publics, les outils du Code, etc. Et puis surtout, on aura le témoignage d'un de nos adhérents de l'agglomération de Vannes sur un marché de dépôt sélectif en vue du réemploi et de la réutilisation dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment, donc de l'ancienne CCI en campus Data Science. Voilà, je pense que ça va être un retour d'expérience très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à noter la date et à être présent au prochain module de sensibilisation. Et donc du coup, je reprends la partie questions-réponses. Et je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Et puis moi, je peux prolonger du coup de 5 minutes pour prendre les questions. Alors, pourriez-vous faire un point sur le label RFAR, point sur un prochain webinaire? Alors, on n'a pas prévu d'aborder le label RFAR sur un prochain webinaire. Après, si vous avez une question un petit peu plus précise dessus, euh, donc le label RFR, c'est un label français qui est donné par le Conseil national des achats et un autre organisme dont j'ai plus le nom en tête. Il fait suite à une charte. En fait, les organisations donc, privées et publiques peuvent d'abord rejoindre une charte et signer une charte, puis rejoindre ensuite le label qui est beaucoup plus exigeant. Et le but de ce label, c'est d'améliorer, entre guillemets, les relations acheteurs-fournisseurs. Voilà, il y a des exigences voilà, pour attester de bonnes relations entre les acheteurs et les fournisseurs. Donc, je ne sais pas si ça répond partiellement à votre question ou entièrement. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On, on pourra vous faire une réponse un petit peu plus complète à ce sujet-là. Et sinon, donc une autre question, avez-vous des collectivités qui réussissent à remplir les obligations de 100% de considération environnementale? Et si oui, est-il possible d'avoir accès à un de leurs témoignages sur leur façon de procéder? Alors comme ça, je ne pense pas qu'on ait, même parmi nos adhérents, je ne pense pas qu'on ait un de nos adhérents qui atteigne les 100% de considération environnementale. Globalement, on a eu les chiffres récemment, nos adhérents sont un petit peu au-dessus, voire plus au-dessus selon les régions des chiffres nationaux. Mais aujourd'hui, je pense qu'aucun de nos adhérents, même les plus avancés, atteignent les 100% de considération environnementale, mais en tout cas, ils y travaillent et, ça s'améliore avec les années. Alors, je crois que les 58% pour les adhérents Réseco, c'est en Bretagne. C'est sur la région Bretagne. Bonjour, Bonjour. merci pour cette belle présentation. Du coup, j'ai une petite question, c'est que on ne fait pas de marché en tant que tel, on a une petite collectivité, c'est un syndicat de collecte des déchets. Mais quand on fait des opérations de réemploi de tout ce qu'on récupère en déchetterie, au fait, on invite les associations pour venir participer aux opérations de réemploi, mais c'est une sélection d'une association, par exemple, qui milite pour la cause environnementale. Est-ce que ça peut être considéré comme un achat durable ou pas du tout, même si on n'a pas fait de marché public en tant que tel? Si vous faites un marché en gré à gré, donc vous achetez une prestation ou un produit, Oui, une c'est un achat. prestation. Ouais, tout à fait. C'est un achat durable et c'est un marché durable puisque le marché commence à partir du premier euro dépensé. Oui. Après, au niveau de la remontée des données, au niveau du site de l'OECP, je crois que ça a évolué récemment, mais aujourd'hui, il recense que les marchés de plus de 40 000 euros hors taxe. Donc, vous n'aurez pas forcément à déclarer cette donnée, mais en tout cas, c'est considéré comme un marché durable. D'accord, merci. Je vois pas d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée, et puis j'espère vous revoir pendant la suite de ce parcours. N'hésitez pas aussi à mobiliser vos élus pour le dernier webinaire, enfin même pour le deuxième, mais aussi pour le dernier webinaire du parcours qui est vraiment construit pour leur parler.
Donc voilà, n'hésitez pas à leur faire passer l'info et à leur dire de noter la date. Ça doit être le 27 mai. Et au niveau du créneau, ça doit être de 11h30 à midi. Et donc, je vois une question. Bien sûr, vous aurez accès à l'enregistrement pour le 29 avril. Tous les replays vous seront envoyés 1 à 2 semaines, on va dire, après la diffusion du webinaire en direct. Donc, vous aurez accès au support d'une part et au replay d'autre part. Bon, il n'y a plus de questions, donc je vous propose de quitter la réunion. Bonne fin de journée. Au revoir.